Il est très difficile pour nous d'être honnêtes à ce sujet en Occident, car la raison pour laquelle nous n'avons pas mis fin à la politique de bloc, c'est nous. On dit que l'on peut blâmer les deux côtés, mais non. Sur ce point, c'est 100% l'Occident. Les Russes voulaient surmonter cela et avoir une architecture de sécurité européenne inclusive. Et c'est nous qui avons dit non. Nous préférons aller avec l'hégémonie libérale, ce qui nécessite l'expansion de l'OTAN et l'exclusion complète du plus grand pays d'Europe. Et d'une manière ou d'une autre, cela allait être notre recette pour la stabilité. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Et mon invité aujourd'hui est une fois de plus le Dr Glenn Diesen, qui est professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège et rédacteur associé à la revue Russia in Global Affairs. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent son travail. Il a également une chaîne YouTube sur laquelle il publie de nombreuses discussions qu'il a eues avec des personnes ou des interviews qui ont été faites avec lui. Glenn donne toujours des perspectives merveilleuses. Et il a récemment participé à la conférence du Club Valdai, où il a même pu poser une question à Vladimir Poutine et obtenir sa réponse. Je mettrai le lien dans la description. Glenn, bienvenue dans l'émission et félicitations pour avoir parlé à Vladimir Poutine lors de cette conférence. Merci. Non, c'était une conférence très intéressante. Eh bien, j'y vais chaque année et il a tendance à avoir beaucoup d'énergie. Je souligne, vous savez, certaines personnes le détestent, d'autres l'aiment, mais quoi qu'il en soit, il s'engage avec le public et les médias et il reste là pendant 4 heures à parler et à répondre aux questions. Donc je pense que c'est, encore une fois, indépendamment de ce que les gens pensent de ces politiques, important pour les dirigeants d'État de le faire. Je le pense aussi. Et aussi, dans cette discussion, je veux avoir votre impression de l'ensemble de l'épisode, qui va être juste sur ce que vous y avez appris. Le Club Valdai est un forum assez important pour la Russie et la politique étrangère russe, etc. Avant que nous parlions de ce que vous y avez fait, pouvez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur la conférence elle-même, son ancienneté et son déroulement? Quel genre de personnes y rencontrez-vous? Eh bien, le Club Valdai a commencé il y a un peu plus de 20 ans. À ce moment-là, le format principal, le but principal, et aussi les personnes invitées, était axé sur l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie. Au début des années 2000, l'objectif était de se rapprocher le plus possible des États-Unis. La Russie poursuivait encore cette ambition d'une Europe plus grande, d'avoir cette architecture de sécurité commune. C'était une politique étrangère très centrée sur l'Occident. Mais bien sûr, nous voyons que Valdai a également changé au fil du temps. Mais c'est une façon intéressante un club, si vous voulez, de discuter une fois par an parce que vous y allez et vous avez environ 4 jours complets de discussion. Donc, Poutine, bien sûr, vient le dernier jour, mais les autres jours, nous avons ces différents panels. Il n'y a que 100 à 120 personnes qui assistent chaque année. Donc, c'est un groupe très petit et informel. Vous avez tout le monde, des ambassadeurs, aux généraux de nombreux pays, les partenaires les plus importants de la Russie. Vous obtenez donc vraiment à la fois lors des panels, mais aussi quand vous vous asseyez pour prendre des repas, une bonne impression des différentes considérations des différents pays et des différents défis qu'ils ont. Et encore une fois, vous l'obtenez du niveau des ambassadeurs, des militaires, des politiciens et de quelques universitaires. Donc c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est très court. Je pense que cela est passé d'un focus sur les États-Unis à maintenant.
Valdai est perçu comme la principale chose qu'il discute est comment construire un monde post-américain, si vous voulez. Alors comment aborder la sécurité eurasienne? Comment développer une nouvelle architecture économique avec les Chinois, les Indiens et le Sud global? Comment essayer de construire un nouvel ordre mondial qui ne soit pas basé sur l'universalisme, essentiellement dans lequel les États-Unis revendiquent le droit d'interférer dans les affaires intérieures de tous les pays sous le prétexte de représenter des valeurs internationales ou universelles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils discutent. Et avec tous ces pays qui se réunissent, c'est assez fascinant. C'est aussi formidable d'obtenir des pistes si vous travaillez sur différentes choses. Beaucoup de conversations du matin au soir avec des ambassadeurs. Des généraux, Tefri oui. Ça commence hors des enregistrements, vous savez, et nous aimerions cela. C'est assez intéressant. Vous ne pouvez pas toujours citer ces choses, mais c'est quand même très intéressant en termes de pistes. C'est un format intéressant. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup de conférences qui fonctionnent comme ça, où vous pouvez même avoir des discussions de 4 heures parées avec le chef de l'État, n'est-ce pas? C'est en fait assez bien intégré dans les cercles du cadre de la politique étrangère de la Russie, mais ils étendent également des invitations à des Norvégiens comme vous. Il y avait un éditeur suisse, Roger Koppel, qui assistait, que j'ai vu que vous avez également rencontré. Donc c'est à la fois un club de discussion nationale sur la politique étrangère et un événement de réseautage international. Est-ce comparable à quelque chose que vous connaissez, que nous avons en Occident autrement? Rien ne me vient à l'esprit parce que les Russes y sont minoritaires. Les invités sont principalement des étrangers. Il y a aussi quelques Russes, bien sûr, mais aussi les intervenants qu'ils invitent. Chaque année, par exemple, Sergei Lavrov venait. Vous avez des personnes comme Maria Zakharova et Alexandre Novak, le vice-premier ministre. Donc vous avez beaucoup de dirigeants variés qui viennent. Il y a quelques changements. Bien sûr, Lavrov vient chaque année. Et Poutine, bien sûr. Mais parfois, vous avez le maire de Moscou pour expliquer certains des défis qu'il relève. Vous savez, certains dirigeants militaires, dirigeants politiques. Donc vous obtenez des perspectives différentes. C'est aussi intéressant de voir comment les Russes s'engagent ou les questions qu'ils abordent avec d'autres parties du monde. Maintenant, avons-nous quelque chose de similaire? Je ne sais pas. L'Occident est vaste. Je m'avais sûr qu'il y a quelque chose de ce genre, mais quelque chose que je connais du moins. C'est intéressant, parce que j'ai aussi l'impression, en regardant les vidéos qui en sortent, que c'est autant une occasion pour la Russie de communiquer sa stratégie de politique étrangère qu'une opportunité d'apprendre et d'avoir un véritable échange sur ce qui devrait être fait. Cette impression est-elle correcte? Ou s'agit-il plutôt d'imposer l'ordre du jour aux participants? Oh, pas du tout. Je pense que ça va dans les deux sens. Encore une fois, ce ne sont pas principalement des universitaires qui sont là. Comme il y a aussi des politiciens, la conversation va dans les deux sens. Donc évidemment, quand vous avez des gens de Chine, de l'industrie financière de Chine, vous avez des gens venant du secteur technologique, travaillant sur l'intelligence artificielle, vous avez des chefs militaires, vous avez des ambassadeurs. Ils viennent avec beaucoup d'apports intéressants, donc il serait assez insensé que les Russes utilisent simplement ce format pour prêcher leur vue et ensuite s'en aller. Donc il y a un bel échange. Encore une fois, le but est un club de discussion. Mais bien sûr, cela étant dit, il est aussi souvent utilisé pour faire des déclarations. Comme nous le savons, le discours annuel de Poutine là-bas attire généralement beaucoup l'attention des médias, car il est utilisé pour avoir une idée de la direction de la Russie. Donc ça a de nombreuses fonctions. Et je pense que de nombreux pays devraient plus ou moins émuler ce modèle dans une certaine mesure.
C'est un format très intéressant. Oui, et c'est plus petit que, disons, le Forum économique mondial ou la conférence de sécurité de Munich, qui sont des événements énormes. Donc le Valdai rend probablement plus facile d'avoir des discussions avec différentes personnes, je suppose. Oui, parce que parfois, ou généralement, j'assiste aussi au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui a lieu chaque année vers juin à Saint-Pétersbourg, et parfois aussi au Forum économique oriental, qui se tient à Vladivostok, où il se concentre davantage sur l'Asie. Mais ce sont des événements énormes, avec des milliers de personnes, donc ça devient, oui, très grand, après un certain temps. Ma préférence va à cette réunion de Valdai, étant donné qu'elle ne dépasse généralement pas 120 personnes. Et qu'avez-vous appris des personnes que vous avez rencontrées là-bas? Peut-être pourrions-nous parler plus tard de la réponse de Vladimir Poutine à votre question, mais des autres discussions que vous avez eues et des impressions sur la manière dont la Russie essaye maintenant de renforcer ses relations avec le Sud global. Que retenez-vous? Oui, c'est une grande question. Eh bien, le Sud global, encore une fois, c'est beaucoup de pays. En effet, c'était l'un des commentaires que j'ai également reçus, que ce Sud global n'est pas nécessairement une grande terminologie parce que, d'habitude, on dit l'Occident contre le Sud global. Mais si vous voyez toute la diversité au sein de l'Occident, oui, le reste du monde, bien sûr, est très très différent. Mais il y a des points communs, je pense. Beaucoup de pays, du moins d'après mon impression, aimeraient construire un monde post-américain qui n'est pas sans les États-Unis, mais qui n'est pas trop centré sur l'Amérique, simplement par nécessité. Le monde qui a été construit après 1945 et intensifié après 1991 a plus ou moins disparu. La répartition du pouvoir et la légitimité de l'hégémonie libérale entière pour que les États-Unis surveillent le monde, il y a un désir très répandu de surmonter cela. Mais ma question à Poutine, qui est aussi quelque chose sur lequel j'ai eu des retours d'autres pays, est que les gens participants du monde entier accueillent vraiment des organisations comme les BRICS simplement parce qu'elles rassemblent souvent des pays adversaires. Ainsi, vous avez la Chine et l'Inde, vous avez les Émirats arabes unis et l'Iran, vous avez les Éthiopiens et les Égyptiens. Ils aimeraient donc surmonter la politique des blocs. Ils sont également préoccupés par le fait que les BRICS ne devraient pas devenir un groupe anti-occidental, mais ils souhaitent qu'ils soient anti-hégémoniques, contrant les efforts de l'Amérique pour dominer les segments élevés des chaînes de valeur mondiales, dominer la finance et contrôler tous les corridors de transport physique. Ils aimeraient tous surmonter cela, mais ne veulent pas devenir anti-américains. Ces formats eurasiens devraient donc être un moyen de surmonter la politique des blocs sans devenir un bloc en soi. C'est pourquoi il est important de faire une distinction. Et c'est un peu la direction que je prenais avec ma question également. Parlons de la question. Vous avez demandé à Vladimir Poutine s'il envisage un avenir entre la Russie et le reste de l'Europe. Du moins, c'est comme ça que je m'en souviens. Et il a répondu de manière assez positive, en fait. Pouvez-vous peut-être expliquer ce que vous en avez retenu? Eh bien, mon point était que lorsque nous, le panel que j'ai modéré, on m'a demandé de donner un bref résumé des questions que nous avons discutées. Bien sûr, nous avons discuté de choses, mais je voulais les décomposer en 3 points. Le premier était que lorsque vous parlez de la sécurité eurasienne, historiquement, vous savez, les gens regardent les idées de Mackinder ou du côté russe, en plus de Savitsky. L'idée principale
était que les puissances maritimes ont tendance à dominer le continent eurasien depuis la périphérie maritime. Vous vous assurez qu'il y a des divisions parmi les principales puissances comme l'Allemagne, la Russie et la Chine. S'il y a suffisamment de divisions, alors vous pouvez dominer depuis la périphérie maritime. Cela a été très influent pour la politique américaine et britannique auparavant. Quoi qu'il en soit, mon point était que le principal changement que nous voyons aujourd'hui n'est pas vraiment la Russie essayant de dominer l'Eurasie depuis le centre et les Américains essayant de dominer depuis la périphérie, parce que, évidemment, la Russie n'a ni les capacités ni les intentions de dominer. Même les Chinois n'ont pas vraiment cela. Donc, c'est un système multipolaire, et cela rend le format eurasien plus attrayant simplement parce qu'il ne vit pas sous la domination de Moscou ou de Washington. Donc encore une fois, cette capacité dans le système multipolaire à poursuivre une politique étrangère multivectorielle, c'est-à-dire à vous lier à de nombreux centres de pouvoir, est là où se trouve l'attraction principale. C'est pourquoi j'utilise toujours l'exemple de la Turquie, car cela semble dérouter les gens en Occident. Comment pouvez-vous faire partie de l'OTAN et des BRICS? Pourquoi allez-vous dans cette direction? Eh bien, ils ne cherchent pas à rejoindre une alliance russe. Ils ne veulent pas rejoindre une alliance chinoise. Ils veulent se libérer un peu de la politique des blocs, parce que lorsque vous êtes dans un bloc et que vous êtes un petit ou moyen pays, vous avez tendance à être utilisé comme un pion. Mais si vous vous connectez à de nombreux centres de pouvoir, vous ne dépendez pas excessivement d'un État ou d'une région, alors vous pouvez avoir une politique étrangère plus indépendante. Et c'est ce que même les alliés ou amis des États-Unis aimeraient poursuivre. Donc ils ne sont pas anti-américains. Le fait que les Indiens poussent très fort dans cette direction, vous savez, ils ne sont pas anti-américains de quelque manière que ce soit. Ils ne veulent tout simplement pas tomber dans cette politique de bloc nous contre eux. Je veux dire, regardez ce que cela a fait en Europe. Et je pense que la multipolarité résout de nombreux problèmes. Elle incite à plus de paix entre les Iraniens et les Arabes, entre la Chine et l'Inde. C'est d'ailleurs quelque chose dont je suis très optimiste. Et cela pourrait également, idéalement, faire quelque chose pour les relations entre l'Inde et le Pakistan. Donc ma question était donc de savoir si ce système multipolaire peut être étendu à l'Europe. Je suppose pas nécessairement sous la forme d'une adhésion des pays européens aux BRICS, mais cela pourrait aussi l'inclure. Parce que la façon dont je vois les problèmes après la guerre froide, c'est que nous n'avons pas renoncé à la politique des blocs. En élargissant l'OTAN et en abandonnant ainsi tous ces accords de sécurité pan-européens, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons ravivé toute la logique de la politique des blocs de la guerre froide. Nous nous sommes engagés à une sécurité indivisible, mais nous ne le faisons plus. Nous étendons notre sécurité aux dépens de l'autre. Nous déplaçons les lignes de division plus près des frontières russes et nous appelons cela l'intégration européenne. Et je souligne que cela a été très peu controversé dans les années 90. Nous en avons également parlé. Cela allait évidemment déclencher une nouvelle guerre froide, et c'est ce qui s'est passé. Donc notre quête de sécurité en Europe ne devrait pas consister à essayer de vaincre les Russes, ou que les Russes essayent de nous vaincre. C'est de la folie. C'est ce que nous faisons actuellement, d'ailleurs. Il devrait s'agir de surmonter la politique des blocs, parce que nous devons être honnêtes. Nous ne l'avons pas fait après la guerre froide. Il est très difficile pour nous d'être honnêtes à ce sujet en Occident, parce que la raison pour laquelle nous n'avons pas mis fin à la politique des blocs, c'est nous. On dit que l'on peut blâmer les deux côtés, mais non, sur ce point, c'est 100% l'Occident. Les Russes voulaient surmonter cela et avoir une architecture de sécurité européenne inclusive, et c'est nous qui avons dit non.
Nous préférerions opter pour l'hégémonie libérale qui nécessite l'expansion de l'OTAN et l'exclusion du plus grand pays d'Europe de l'Europe. Et d'une manière ou d'une autre, cela allait être notre recette pour la stabilité. Quoi qu'il en soit, j'aimerais voir quelque chose d'alternatif. Au lieu de chercher un format européen plus large qui semble être écarté, j'ai pensé à quelque chose le long d'une ligne eurasiatique plus large, car l'Europe devrait faire partie de... Elle fait partie de l'Eurasie. Et c'était oui. Je pensais qu'il y avait une raison d'être optimiste dans la réponse de Poutine, parce qu'il semblait laisser la porte ouverte à l'Europe, que nous n'avons pas à nous battre pendant des décennies dans une autre guerre froide. Nous ne pouvons pas nous embrasser et nous réconcilier, mais nous pouvons essayer de surmonter certains de ces problèmes. Oui, je veux dire, si je me souviens bien, il disait que si les Européens en venaient à vouloir réellement participer à un monde multipolaire et à un cadre coopératif, alors cela serait également dans l'intérêt de la Russie. Donc pas du tout antagoniste, et pas du tout l'idée qu'une nouvelle guerre froide et une nouvelle ligne de contact dure sont inévitables. C'est plutôt comme, d'accord, comme nous l'avons dit dans d'autres discussions, la Russie, la Chine, l'Inde, etc. travaillent maintenant à construire ce monde post-hégémonique, mais sans fermer la porte aux autres. Car, comme vous l'avez dit, l'idée de bloc n'est plus leur idée. Et dans ce sens, j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus. Ce que nous voyons avec les BRICS n'est pas du tout la stratégie de l'Union soviétique. C'est en fait la stratégie du mouvement des non-alignés, ou du moins l'idée de base, incluant maintenant beaucoup plus de monde en rejetant les blocs. Tout en ayant dit que requit 5 the hack, de tomber automatiquement dans cette dichotomie. Without then automatically falling again into this dichotomy. Non, exactement. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement un problème européen que nous ravivions ces blocs, car nous tirons toutes les mauvaises leçons du conflit actuel que nous avons. Raviver la politique des blocs entraînerait de manière prévisible des crises et des conflits, ce que nous avons maintenant. Évidemment, la guerre en Ukraine est le résultat d'un retour à la politique des blocs. Mais en Occident, notre solution est, eh bien, ce que nous aurions dû faire, c'est, eh bien, ça prouve pourquoi nous avons besoin de l'OTAN, pourquoi nous avons besoin d'un bloc, d'une alliance militaire, parce que nous avons de mauvais acteurs comme la Russie qui essayent de construire des empires. Mais c'est, encore une fois, c'est absurde. Ce n'est pas la raison pour laquelle la guerre a commencé. Si nous étions honnêtes sur les raisons pour lesquelles la guerre a commencé en termes de l'OTAN poussant un bloc militaire vers les frontières russes, alors nous pourrions commencer à aborder la solution qui, encore une fois, devrait être très peu controversée. Nous devrions aspirer à surmonter la politique des blocs. C'est ce que nous avons essayé après la guerre froide. Mais nous voyons maintenant aussi cette solution être appliquée à l'Asie. Donc, quand vous écoutez l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il a dit « Vous savez, nous étions très naïfs à propos de la Russie. Nous ne devrions pas être aussi naïfs à propos des Chinois. Donc, nous devrions commencer à construire l'OTAN en Asie aussi. » C'est exactement le contraire de ce que nous devrions faire. Nous devrions chercher à trouver des solutions et des formats pour une sécurité indivisible dans lesquels on n'augmente pas la sécurité aux dépens des autres, où nous essayons d'éviter cette politique de bloc, où nous cherchons la sécurité avec les autres, pas contre eux, et essayons effectivement de prendre en compte les préoccupations de sécurité des autres, au lieu de toujours se concentrer sur la dissuasion. Mais nous parlons maintenant d'une OTAN asiatique. Je veux dire, c'est tellement absurde. Donc oui, je pense que c'était l'ancien Premier ministre australien, Keating, qui a fait remarquer que nous avons besoin de l'OTAN en Asie, autant que nous avons besoin de la peste. Cela va mal finir. Donc, non. Donc
No, so I Can you, like, one of the things that's then usually L'un des arguments souvent opposés à ceux d'entre nous qui plaident pour ce type de conception mondiale inclusive est que vous ne pouvez pas avoir une structure inclusive avec la Russie. Je veux dire, dites cela aux Ukrainiens qui combattent les Russes sur leur territoire, ou dites cela aux Philippins qui doivent repousser les Chinois. Ce sont des puissances hégémoniques elles-mêmes qui veulent s'emparer et petit à petit accroître leur pouvoir et leur territoire. Vous ne pouvez pas avoir une relation amicale avec elles. Je crois que les BRICS sont la preuve vivante que oui, c'est possible et que cela fonctionne réellement. Mais pourriez-vous me dire comment vous essayez d'aborder ce type de discours de l'autre côté? this kind of narrative from the other side? yeah, no, it becomes difficult because there are Oui, non, ça devient difficile parce qu'il y a deux arguments en termes de raison du conflit. Évidemment, avec la Chine et les Philippines, de mon point de vue depuis presque 75 ans maintenant, les Américains ont leur chaîne d'îles au large des côtes de l'Asie. Ce sont deux principales chaînes d'îles. Lorsque les Américains poursuivent cette politique de confinement militaire, la principale préoccupation des Chinois, bien sûr, est que, oui, tout comme si les Chinois installaient leur base militaire au Mexique, ce n'est pas vraiment acceptable. Ils aimeraient donc se libérer de ces chaînes d'îles. Encore une fois, lorsque vous lisez des personnes comme Brzezinski ou d'autres Américains, ils précisent très clairement que, eh bien, nous avons tous ces points d'étranglement. Nous avons ces chaînes d'îles. Si nous avons un conflit avec les Chinois, cela est utilisé pour les écraser. Donc les Chinois ne veulent pas cela à leurs frontières. Leur principal objectif est de traverser ces chaînes d'îles. Maintenant, les Américains argumentent alors « Non, non, nous avons besoin de cela ici à cause de l'agression chinoise. » Mais une fois que les Chinois commencent à riposter, alors toute l'architecture de sécurité commence à se justifier. Encore une fois, on peut soutenir qu'il s'agit d'un dilemme de sécurité, avec les deux parties cherchant à se protéger de l'autre. Le dilemme de sécurité est un problème clé dans le système international. Nous sommes en compétition pour la sécurité. Mais vous devez prendre en compte les préoccupations de sécurité de l'adversaire si vous voulez atténuer la compétition sécuritaire. Je suppose que c'est pareil pour l'Europe. Mais je pense qu'en Europe, il devient encore plus facile d'expliquer pourquoi cette hypothèse est fausse. Car nous avons mené une expérience sociale après la guerre froide. C'est-à-dire que les Russes ont abandonné, ils se sont éloignés d'un empire. Leur principal objectif était de s'intégrer à l'Ouest tout au long des années 90, d'abandonner toute politique de bloc, tout empire de bloc, tout juste pour s'intégrer à l'Ouest. Et c'est nous qui avons dit non. Oui. Et vraiment, quand les Russes ont pris la Crimée, quelqu'un a-t-il jamais suggéré que quelqu'un à Moscou revendiquait la Crimée avant 2014? Non, bien sûr que non. Ils n'ont pas demandé cela. Ils ont fait cela en réponse à ce que l'Occident a fait. C'est très difficile de soutenir cela en Europe, parce qu'alors vous dites que vous justifiez ce qu'ils ont fait. Mais c'est un fait. Ils ont réagi à l'expansion occidentale là-bas. Et aussi, si vous regardez pourquoi nous l'avons fait, comme les Ukrainiens, ils souhaitaient être dans l'OTAN, parce que ça prouve évidemment pourquoi nous avons besoin de l'OTAN. Mais nous savons aussi que les Ukrainiens ne voulaient pas de l'OTAN, même après que les Russes ont pris la Crimée. Presque personne ne voulait rejoindre l'OTAN. Donc cette idée est fausse. Elle est basée sur pas des fausses nouvelles. Mais l'ensemble du postulat est faux. Mais c'est notre principal argument. C'est pourquoi nous disons que c'était non provoqué. Parce qu'une fois que vous dites que la guerre est non provoquée, alors tout est simplement de l'impérialisme russe. Une fois que vous reconnaissez que la guerre a été provoquée, cela discrédite alors tout le système d'alliance sur lequel nous avons construit et basé notre sécurité. C'est pourquoi ce mensonge sur la guerre non provoquée est vraiment au cœur.
C'est pourquoi c'est si important. Il y a tellement de ces récits qui justifient et soutiennent la guerre, n'est-ce pas? L'un d'eux est que la Russie a mené une guerre d'agression non provoquée. Et bien que je dirais toujours qu'il y a eu certainement de l'agression, ce n'était certainement pas non provoqué. Ces dynamiques de sécurité ont généralement un effet de va-et-vient, un effet ping-pong, une spirale qui s'aggrave de plus en plus. L'autre est, bien sûr, qu'Israël se défend au Moyen-Orient tout en exterminant une population entière qui se défend essentiellement. Mais ces récits sont essentiels pour justifier des actions politiques très agressives, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être militaires, mais qui ont toujours une composante militaire. Et la guerre, par procuration qui se déroule, est en réalité une manière très sophistiquée de combattre un adversaire significatif avec les troupes d'un troisième État, n'est-ce pas? C'est ce qui est si malsain et si triste dans toute cette situation. Mais quand nous regardons ensuite la façon dont les BRICS essayent maintenant de former et de créer ces institutions capables de gérer les conflits à un niveau inférieur à celui de la guerre, vous savez, comme vous l'avez dit, comment la Chine et l'Inde sont capables d'essayer de créer des forums de discussion pour résoudre leurs conflits frontaliers, et comment aussi maintenant l'Iran et même l'Arabie saoudite ont été intégrés dans le même club et améliorent en fait leurs liens de sécurité. C'est un modèle différent. Et cela va être un concours de modèles, n'est-ce pas, sur la façon de diriger le monde. Eh bien, à Valdai, j'ai également discuté un peu avec ce général pakistanais 2 étoiles. Et il faisait aussi remarquer que, alors que les Russes développent ces corridors de transport internationaux nord-sud reliant la Russie à l'Ukraine, l'Iran et l'Inde, cela pourrait en fait améliorer les relations entre l'Inde et le Pakistan. Parce que, eh bien, si vous regardez une carte simple, ce corridor de transport nécessite des ports iraniens pour se connecter aux ports indiens, simplement parce qu'ils doivent contourner tout le Pakistan. Donc, vous savez, tout pourrait être beaucoup plus efficace s'ils pouvaient simplement passer par le Pakistan. Et cela pourrait aussi être bénéfique pour l'Inde, car alors le corridor nord-sud serait plus compétitif. L'Eurasie serait moins centrée sur la Chine. Donc vous auriez d'autres corridors de transport physique compétitifs reliant d'autres centres de pouvoir. Les Indiens et les Pakistanais ont maintenant d'énormes incitations économiques à essayer de régler leurs différends. Parce que si vous pouvez traverser l'Iran pour atteindre le Pakistan et descendre jusqu'en Inde, tous ces pays en bénéficieront beaucoup plus. Le grand avantage est que, comme les Chinois ne réclament pas de domination ou d'hégémonie, ils ne s'opposeraient à rien de tout cela. Au contraire, ils verraient plus de stabilité dans leur voisinage comme étant à leur avantage. Maintenant, c'est l'avantage, si vous voulez, de ce système multipolaire. En revanche, si vous avez cette politique de bloc, eh bien, encore une fois, si les États-Unis veulent dominer, toute cette connectivité la sape parce que vous voulez éviter que toutes ces autres grandes puissances se rassemblent et coopèrent. Donc, vous voulez avoir quelques divisions entre le Pakistan et l'Inde. Vous voulez avoir quelques divisions entre l'Inde et l'Iran. Vous voulez séparer les Russes des Iraniens, séparer les Russes des Chinois. Vous aimeriez maintenir quelques tensions entre l'Inde et la Chine. De cette façon, nous pouvons contenir les Chinois militairement. Nous pouvons nous assurer que les Indiens deviennent un peu plus dépendants, peut-être les intégrer dans un bloc dirigé par les Américains. Il s'agit donc de ce système d'alliance sur lequel, bien sûr, repose notre hégémonie mondiale. C'est très perturbateur. Et surtout, alors que nous entrons dans ces nouveaux changements technologiques, où de nouvelles armes dans les sphères économiques et militaires introduiront de nombreux nouveaux risques, il devrait être prioritaire de privilégier la sécurité plutôt que le pouvoir.
D'accord. Quel que soit l'argument des années 90, je ne pense plus qu'il y ait un argument convaincant selon lequel le meilleur cadre ou format pour la sécurité est l'hégémonie, où une puissance centrale domine la planète pour avoir le dernier mot. C'est une notion absurde maintenant. Donc, it's an absurd notion now. So Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.